Alors pourquoi est-ce que je ne faisais plus de vidéos sur Expat Paraguay et pourquoi là je vais me remettre à faire beaucoup de vidéos? Ça va être l'objet de ce jour, en tout cas je vais vous en parler. Et là aujourd'hui j'ai un setup pas possible, comme vous pouvez le voir. Il y a mon Sony ZV-1 qui est en train de me filmer. Excellent appareil, hein, vraiment si vous êtes youtubeur, je vous recommande vraiment d'acheter cet appareil là parce qu'il a un excellent rapport qualité-prix et l'image est belle. Alors je sais pas si là je suis en train d'exploiter au maximum toute la qualité de cet appareil, mais il est génial parce qu'il est très minimaliste et en plus il tient bien sur la durée, très bien. Là je suis en train de filmer avec un smartphone, voilà, et j'ai un autre smartphone aussi pour les notes. D'ailleurs c'est super d'avoir deux téléphones, hein, je vous recommande, j'en parlerai dans d'autres vidéos, hein, notamment quand vous voulez être extrêmement productif. Moi je le fais beaucoup pour l'apprentissage des langues, je vous en parlerai probablement dans d'autres vidéos, parce qu'on va beaucoup en parler des langues aujourd'hui. Et également j'ai mon Sony 650B, je crois que c'est le nom, voilà, c'est un micro donc qui est intégré là très proche de ma voix, que vous ayez une bonne qualité sonore. Donc je teste un setup et on va voir ce que ça va donner en tout cas. Mais donc du coup, pourquoi est-ce que je ne faisais plus de vidéos sur Expat Paraguay? Parce qu'il faut savoir, moi je vis au Paraguay depuis 2 ans et j'adore ma vie. Franchement, depuis que je suis ici, c'est une vie où je suis au paradis, hein, vraiment. Depuis que j'ai en plus déménagé, là, je vous ferai dans une autre vidéo une visite de mon appart, mais depuis que je suis tout seul là dans mon appart, je me dis c'est tellement parfait par rapport à ma phase de vie actuelle. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup, je suis un peu en mode moine, et c'est un setup mais juste incroyable pour pouvoir me développer sur plein de piliers. Je vais vous en parler aujourd'hui dans cette vidéo. Mais donc, il faut savoir que je suis au Paraguay depuis 2 ans. Le projet Expat Paraguay existe depuis à peu près 1 an et demi. Voilà, j'ai fait partie des premiers à faire des vidéos sur le Paraguay. J'avais beaucoup de vidéos à l'époque. Il y en a beaucoup que j'ai supprimées parce que voilà, je trouvais que c'était plus trop d'actualité. Il y avait des propos que je disais au final, je disais, j'avais pas forcément envie de les garder. Et il faut savoir, moi, je suis quelqu'un de très perfectionniste. Donc, quand un contenu n'est pas parfait, j'ai du mal à le garder, en tout cas. Il faut que je travaille dessus, mais il y a aussi des vidéos que j'ai republiées parce que je me suis dit qu'il y avait quand même des informations qui pouvaient vous servir. Et j'ai également aussi fait un e-book là sur le Paraguay de 40 pages, bon voilà, qui avait aussi beaucoup fonctionné. Donc, voilà, pour vous dire, je suis créateur de contenu sur le Paraguay depuis à peu près 1 an et demi. J'étais parmi les premiers à faire des vidéos, voilà, sur le sujet. Mais après je me suis arrêté, j'ai fait une grande pause. Je considère que j'ai pu vraiment travailler sur le projet depuis à peu près 10-11 mois, voilà, quelque chose comme ça. Même je considère que j'ai jamais été vraiment à fond dedans et je vais tout vous expliquer aujourd'hui dans cette vidéo. Et pourquoi là maintenant je vais commencer à être à fond dans ce projet-là et plusieurs projets aussi, je vous en parle dans un instant. Alors, la raison principale, hein, pourquoi j'ai pas continué à fond ce projet, hein, malgré qu'il avait quand même beaucoup de potentiel, malgré que j'avais aussi une vraie expertise, hein, sur le sujet. Pourquoi j'ai arrêté ce projet? Pour vous la faire courte, c'est parce que j'avais un autre rêve à accomplir d'abord. Et je vais vous expliquer, voilà, c'était quoi ce rêve en particulier. Et pour tout vous illustrer tout ça, eh bien, il faut savoir que j'ai préparé une frise chronologique de toute ma vie. Donc j'ai fait un gros travail d'introspection sur un tableau. Il faut savoir que moi je considère que dans la vie, il y a 4 domaines principaux, 4 piliers à développer. Donc vous avez le premier pilier qui est le pilier de l'argent, le deuxième pilier qui est le pilier de l'éducation, le troisième pilier le pilier du physique ou alors soit de la santé, hein, c'est très lié, et le quatrième le pilier de l'amour. Et donc vous voyez là devant vous un graphique. Donc, ce qui est intéressant, c'est que donc vous avez toute la chronologie à partir de mes 18 ans jusqu'à mes 28 ans. Voilà, je viens d'avoir 28 ans, là ça fait à peu près 3-4 mois que j'ai fêté mon anniversaire. 3 mois, 4 mois, ouais. Et donc c'est intéressant parce qu'en fait c'est un tableau qui retrace à peu près 10 ans de développement personnel où j'étais vraiment très exigeant avec moi-même. Pour vous donner à peu près, ça a été quoi le déclencheur, pourquoi je me suis lancé à fond dans une amélioration constante de moi-même, et aujourd'hui là je me vois vraiment comme une sorte d'objet améliorable qui à chaque fois essaie de devenir meilleur. Je me vois aussi beaucoup comme un personnage de RPG comme dans les jeux vidéo qu'on va essayer d'améliorer tous les jours en tout cas pour pouvoir à chaque fois booster les stats. Et moi mon but c'est d'être 10 sur 10 sur ces 4 piliers, donc du coup argent, éducation, physique, amour.
Et c'est ma raison de vivre actuelle. Alors peut-être qu'après j'aurai des buts moins égoïstes parce qu'aujourd'hui c'est très centré autour de moi. C'est peut-être parce que je suis jeune. Plus tard j'aurai probablement des autres objectifs. Mais actuellement en tout cas mon objectif principal c'est de devenir un 10 sur 10 partout. Et donc c'est très intéressant parce que donc vous voyez voilà, toutes les courbes. Alors qu'est-ce que ça représente exactement? Il faut savoir qu'à 18 ans, eh bien, moi j'ai eu une période assez compliquée. C'est que, je pense que ça arrive à la plupart des hommes, hein, c'est le fait de se faire quitter. Voilà. Et j'en ai énormément souffert, ça a été un gros traumatisme. Je suis vraiment tombé de haut à 18 ans. Et je me suis pris une grosse baffe vraiment en plein dans la gueule. Et ça m'a réveillé. Parce qu'en fait, pour tout vous dire, moi j'étais un garçon qui était un peu paumé dans la vie, à la base. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien qui m'intéressait et que je faisais vraiment avec beaucoup d'intensité. J'étais un homme plutôt perdu. Les choses que je faisais principalement, donc j'étais un peu passionné de guitare, j'aimais beaucoup. Donc j'ai beaucoup fait de guitare quand même avant mes 18 ans même. J'ai dû commencer à 15, voilà, 15 à 18 ans, j'ai fait beaucoup de guitare électrique, guitare acoustique, etc. C'était sympa. Et aussi je faisais aussi beaucoup de skate, voilà, skate, surf, snowboard, c'était un peu ça mes passions. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à 18 ans, je me suis pris une grosse baffe dans la gueule avec justement cette rupture amoureuse qui m'a vraiment fait très très mal. Et pour tout vous dire, hein, ça m'a pris à peu près 4-5 ans, ce qui est énorme, hein, pour pouvoir oublier cette personne. Très très compliqué, mais là aujourd'hui je suis complètement passé outre. Mais voilà, pour vous dire, voilà, ça arrive et j'en ai vraiment beaucoup souffert. Je crois que ça a été l'un des plus gros traumatismes que j'ai eu jusqu'à présent dans ma vie. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette grosse baffe que j'ai reçue, elle m'a réveillé. Et elle m'a fait prendre conscience que si j'avais perdu cette personne, c'est parce que j'étais pas encore suffisamment développé. Et c'est très intéressant parce que donc, cet ex, entre guillemets, la raison principale, hein, elle me l'a bien fait comprendre, si elle m'avait quitté, c'est parce qu'elle trouvait que j'étais pas suffisamment bien pour elle. Alors, ça fait un peu bizarre, hein, dit comme ça, mais moi c'est comme ça que je l'ai compris en tout cas. Et c'est vrai que je l'ai vu partir avec un autre mec et ça m'a complètement détruit dans mon ego, mais en même temps ça m'a donné une envie de revanche et j'étais beaucoup dans une énergie de revanche, donc juste après cette rupture. Mais bref, et donc ce qui est intéressant c'est que donc c'est à partir de ce moment-là, déclencheur, que je me suis dit j'ai envie de m'améliorer, j'ai envie de devenir une meilleure personne. Donc c'est là où j'ai commencé 2 activités différentes. Alors non seulement le développement personnel, et j'en ai fait de manière intensive, hein. Vous voyez, développement personnel, j'ai fait voilà, de mes 18 à 20 ans, 21 ans, ouais, c'est vraiment ce que j'ai fait. Voilà, ça a été 3 ans intensifs où je me souviens, je me réveillais et je faisais que lire quasiment des bouquins en développement personnel. J'ai énormément travaillé sur moi, énormément en introspection. J'ai lu plus de 100 livres de non-fiction et principalement axés développement personnel. J'ai fait un gros travail sur moi et je considère que ça m'a sauvé. Le développement personnel, en tout cas, ça m'a rendu très ambitieux très tôt quand même si j'aurais bien voulu être ambitieux comme ça à voilà, 13-14 ans, mais bon, voilà. Quand même se réveiller à peu près 18 ans, je trouve que c'est quand même bien. Donc je me suis vraiment mis au développement personnel. Et une autre activité que j'ai commencé aussi, c'était le piano. Alors c'est marrant pour l'anecdote, si j'ai commencé le piano, c'est parce que mon ex-copine me reprochait tout le temps que je ne savais pas faire de piano. Pourtant, dès que je me suis mis à faire du piano, très rapidement, je me suis rendu compte que j'avais pourquoi pas un talent dans ce domaine-là. Et en fait, je ne l'ai même pas fait pour elle, je l'ai fait avant tout pour moi. Le fait de travailler mon piano. Et aujourd'hui, j'ai atteint un niveau vraiment où j'en suis extrêmement fier. Et ce qui est intéressant avec le piano, c'est que j'ai jamais été trop à fond dedans. J'ai toujours fait un petit peu. Et c'est ça qui est intéressant par rapport à ce tableau que je vais vous montrer, enfin que vous voyez là devant vous. C'est qu'une activité cumulée, répétée, sur, voilà, là ça fait quasiment 10 ans que j'ai commencé le piano, et bien ça permet d'arriver à des niveaux quand même très très élevés sans trop forcer. Sans trop forcer, moi je considère que le piano j'ai rarement forcé, sauf pour apprendre des pièces, on appelle ça des pièces de maître, des œuvres un peu compliquées comme du Debussy, du Chopin, etc. C'est vrai que ça j'avais quand même beaucoup travaillé pour pouvoir les choper ces morceaux-là et pour pouvoir bien les jouer. Mais voilà, je considère le piano, j'ai jamais été trop à fond dedans, mais j'ai toujours été régulier et sur un effet cumulé, c'est vrai que c'est incroyable. Donc bref, en tout cas, donc ça c'était mon profil à 18 ans. Donc j'ai commencé le développement personnel à fond, j'ai commencé le piano aussi. Je faisais toujours un peu de guitare, bon c'était sympa,
c'est toujours un skills appris, et quand même pas mal de skate. Voilà, c'est un peu ça. Et vous voyez que ma vie, c'était 40% de toute mon énergie que je mettais dans les apprentissages, et intéressant, 50% à 60% de mon énergie, je le mettais eh bien, dans des relations amoureuses. C'est très intéressant, entre guillemets, mon parcours, c'est que voilà, très jeune, forcément on est jeune, on a envie d'avoir des copines, voilà. Moi j'avais quand même ce besoin de vouloir plaire, etc. et d'avoir voilà, plusieurs aventures. Et c'est vrai que ça a été probablement l'une des périodes jusqu'à présent où j'ai fait le plus d'efforts en tout cas. Ça ne veut pas forcément dire que j'avais le plus de résultats, mais j'ai fait le plus d'efforts pour pouvoir améliorer ma vie amoureuse à ce moment-là. Et c'est vrai que je considère que c'est à peu près 50%. Voilà, j'étais étudiant, moi j'étais à la fac, mais je me souviens, j'investissais beaucoup de temps quand même pour essayer de rencontrer des femmes. Jusqu'à, là vous voyez, une période PUA, PUA ça veut dire Pick-up Artist. J'étais un peu dans cette dynamique à l'époque. C'est que j'ai voulu tenter voilà, de m'améliorer socialement et d'aller jusqu'à aborder des filles dans la rue, etc. Donc c'est ce que j'ai beaucoup fait. Pendant cette période qui a été très courte, avant de me rendre compte qu'en fait, cette technique n'est peut-être pas forcément la plus efficace pour pouvoir rencontrer des filles. En tout cas, j'ai beaucoup fait, j'ai pu tester pour me rendre compte que finalement, bon voilà, c'est pas forcément le truc à faire. Mais en tout cas, personnellement, ça m'a énormément aidé à me développer au niveau de ma confiance, etc. Et ça fait partie de moi. Pour moi, faire du pick-up artist, essayer d'aborder des filles dans la rue, etc., ça me paraît quand même une activité qui est très difficile, qui demande beaucoup de courage, mais quand vous savez le faire, ça vous développe énormément. Bref. Donc ensuite, très intéressant, j'ai eu un gros switch. Je me suis dit, j'ai déjà lu au moins plus de 100 bouquins en développement personnel, etc. Je me suis dit, je dois probablement savoir le 20-80, des choses les plus importantes à savoir sur le domaine. Parce que moi, quand je fais quelque chose, je le fais vraiment de manière intensive. Et c'est vrai que le développement personnel, au bout d'un moment, quand vous achetez plusieurs bouquins, vous les lisez, etc., quand vous êtes fortement exposé au développement personnel, vous vous rendez compte que les conseils, eh bien, ça finit par être à peu près les mêmes tout le temps et on tourne un peu en boucle. Moi, je comprends pas, j'ai connu des personnes qui font toujours du développement personnel aujourd'hui. Alors, je suis d'accord que le développement personnel, c'est tous les jours qu'on doit essayer de devenir meilleur, de se cultiver, mais au point de lire des bouquins qui disent tout le temps les mêmes choses, alors c'est bien peut-être pour travailler son inconscient, mais au bout d'un moment, je trouve qu'on arrive à une limite, il faut passer à d'autres domaines pour pouvoir progresser. Parce que, voilà, suivre toujours les mêmes conseils, répéter en tout cas, pour moi il y a d'autres choses plus intéressantes qu'on pourrait faire en tout cas dans sa vie. Je commence à avoir mal au bras là, comme ça au final je vais me mettre un peu dans cette position, c'est plus facile. Mais bref, donc j'ai fait beaucoup de pick-up artistes, donc vous pourrez le voir, hein, j'ai des vidéos à vous montrer, etc. Si ça vous intéresse, j'allais aborder des filles, en tout cas je faisais même des caméras cachées pour ça, je faisais ça avec un pote en tout cas, jusqu'à ce que je me rende compte que finalement, rencontrer des filles, alors c'est super pour se développer socialement, mais très rapidement on arrive à un palier où finalement on atteint les résultats qu'on veut, en tout cas. En tout cas moi personnellement, alors je vais pas vous dire que c'était trop facile, j'ai eu quand même pas mal de déceptions, voilà, des problèmes, des échecs, etc. Mais c'est vrai qu'assez rapidement je me suis dit, mais en fait pour devenir bon en pick-up artiste, bon ça demande pas non plus trop de temps quoi. Du moment qu'on a des fondations solides, moi j'avais énormément travaillé en développement personnel, c'est vrai que je trouvais que c'était pas non plus l'activité à faire en tout cas toute sa vie. Et surtout j'ai pris conscience à ce moment-là que quand on a mon âge, donc j'avais à peu près 20-21 ans, on a envie d'avoir plein de copines, mais en fait on se rend compte, après réflexion, le fait d'avoir tout le temps des copines, etc., de sortir avec plusieurs filles, en fait on se rend compte que sur le long terme, ça ne sert pas à grand chose et que c'est pas forcément le meilleur investissement à faire pour le futur. Donc c'est vrai que j'ai eu quand même pas mal de copines, j'ai beaucoup expérimenté, mais je considère qu'au bout d'un moment je tournais un peu en rond, donc il fallait que je passe à d'autres activités. Et c'est là où je me suis développé à fond dans le fitness. Donc le fitness, c'est aller à la salle de sport, essayer d'avoir un meilleur physique, etc. Et j'ai fait ça comme un cinglé. Et vous voyez sur le tableau qu'en fait, j'ai jamais fait une activité avec autant d'intensité. C'était 100% que j'ai mis. Alors j'étais étudiant, toujours en école de commerce à ce moment-là, mais je me souviens, en école de commerce déjà ça allait bien, je m'étais réveillé, je bossais plutôt bien, ça allait bien, mais surtout au niveau du fitness, j'y allais comme un fou. Tous les jours, j'avais une diète ultra millimétrée, tous les jours j'allais m'entraîner.
J'avais ma salle de sport qui était juste à côté de mon appart et j'ai eu des résultats très rapidement. En moins d'un an, je considère que j'ai fait à peu près 10 mois intensifs de fitness. Eh bien, j'avais déjà atteint le physique de mes rêves, en tout cas. Selon moi, après, je vous montrerai des images, voilà. Pour moi, j'avais vraiment le physique 10 sur 10 selon mes critères, en tout cas. Et en fait, après, ce qui s'est passé avec le fitness, pourquoi j'ai arrêté. Alors, j'étais très heureux de mon physique. Quand vous avez un physique comme ça, c'est vrai que ça aide beaucoup dans les relations sociales, etc. Je me souvenais, je marchais dans la rue, il y avait beaucoup de filles qui me regardaient, etc. On me disait tout le temps, waouh, t'es musclé, etc. Donc, c'était super agréable. Mais là, encore une fois, j'ai eu l'impression d'un peu tourner en rond. Alors, c'est super hein, de travailler son corps. Mais je me suis rendu compte que j'étais peut-être un peu dans une sorte de mythe de Sisyphe avec le fitness, c'est-à-dire qu'on souffre beaucoup pour pouvoir développer ce genre de physique. Mais en fait, si on veut maintenir ce physique, il faut toujours souffrir et toujours faire des efforts. Et je me suis dit, est-ce que ça vaut autant de continuer dans cette direction? Est-ce que je ne devrais pas aussi mettre mes efforts dans d'autres domaines? Parce que moi, j'étais déjà très content du résultat que j'avais eu. Donc du coup je me suis dit bah allez pourquoi pas bien passer à autre chose, et c'est là où je me suis dit voilà, j'ai réussi dans déjà voilà, quelques domaines, notamment le fitness du coup, et je me suis dit c'était l'époque un peu où c'était l'explosion des business en ligne entre guillemets. C'est à peu près 2020, 2019 à peu près. J'ai commencé à me lancer dans les business en ligne. Alors, faut savoir, j'étais aussi entrepreneur. Je faisais beaucoup des vidéos pour les entreprises, des choses comme ça. Et j'avais déjà ma propre entreprise. Hein. J'étais étudiant en école de commerce. Et j'avais déjà une entreprise qui me générait à peu près 3000 € par mois. Donc ça, c'était déjà très bien. Donc c'est vrai qu'assez rapidement, j'ai terminé mes études de commerce et je me suis directement lancé en entrepreneuriat. Et ce qui m'a vraiment fait exploser, c'est que par le biais des vidéos que je faisais pour les entreprises, j'ai commencé à travailler aussi avec des influenceurs. J'ai travaillé avec des influenceurs connus. Je ne sais pas si je peux vous donner les noms comme ça, je ne sais pas si c'est aussi intéressant. Enzo Honoré par exemple, Alexandre Ross, voilà des mecs comme ça. Et Isnaour, un mec aussi qui faisait des vidéos e-commerce, je l'aidais beaucoup à faire des vidéos, en tout cas. Et c'est très intéressant parce que ces mecs-là, ils m'ont fait découvrir un lifestyle voilà, alternatif qui est de faire des business en ligne, qui est de devenir influenceur, etc. Et c'est vrai que je me souviens, j'avais travaillé pour eux, ils m'avaient donné les identifiants de leur compte ClickFunnels, etc. Là, pour pouvoir gérer tous les tunnels de vente, etc. et savoir les clients qui rentraient dans la machine. Et c'est vrai que j'ai vu, je vous dirai pas qui est cette ou ces personnes, mais c'est vrai que j'ai pu vraiment voir les chiffres qu'ils faisaient. Et je voyais des mois à 80 000 € par exemple, des choses comme ça, et je me suis dit mais en fait c'est incroyable, ces mecs là ils gagnent vraiment énormément d'argent. Et donc ça m'a énormément motivé moi à me lancer sur les business en ligne. En plus c'était la très bonne époque. Aujourd'hui il y a encore beaucoup d'opportunités, mais surtout à l'époque c'était très bien. Et j'ai énormément du coup bossé dans tout ce qui est direct response marketing. Donc c'est le fait de faire des publicités sur internet pour vendre des produits, principalement des produits d'information que je faisais. Je faisais deux trucs moi à fond, je faisais les produits d'information et je faisais aussi l'affiliation, qui est le fait de recommander d'autres personnes, voilà. Et c'est vrai que j'ai eu des résultats en peu de temps en plus, hein. J'ai commencé vraiment intensivement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui moi je fais du business, mais est-ce qu'ils font vraiment du business? Est-ce qu'ils travaillent au moins 8 heures par jour pour développer leur business? Quand vous faites ça en tout cas, je peux vous dire que vous allez avoir des résultats. Donc c'est vrai que moi j'ai beaucoup développé ça quand j'avais à peu près 22 ans, 23 ans. Et j'ai très vite en tout cas atteint des résultats, voilà, comme je voulais en tout cas, des bons résultats. Et ça m'a donné mon indépendance. Ça m'a offert une vie beaucoup plus libre, où je pouvais voyager, où j'avais plus du tout de problème d'argent. D'ailleurs, pour l'anecdote, je me souviens, j'avais du mal à payer mon loyer en France à un moment parce que voilà, il y avait toute une histoire de gestion d'argent, etc. Et je me souviens, il y avait un mois où j'avais vraiment besoin d'argent. Et je me souviens, je travaillais comme un fou, j'étais dans ma chambre, en plus tout le temps dans le noir, devant mon écran en train de bosser. C'est justement ce mois-ci où il me fallait absolument de l'argent, et c'est là où j'ai fait un mois pas possible, parce que j'ai développé un business qui a d'un coup explosé, qui a marché pendant 2-3 mois, mais qui m'a permis de coffrer voilà, pas mal d'argent, de me mettre en sécurité en tout cas. Et c'était génial en tout cas l'expérience, même si j'ai quand même beaucoup souffert, il fallait que je trouve cet argent.
Et ça a fonctionné en tout cas. Donc voilà, gros investissement en énergie en tout cas et en temps à cet âge-là. Et c'est à partir de ce moment-là où je me suis mis à voyager, parce que c'était mon rêve, hein, de devenir digital nomade. Donc j'ai commencé à vivre dans différents pays. J'ai vécu en Thaïlande, donc c'était à peu près 2 mois que j'ai fait en Thaïlande. J'ai fait 3 mois en Turquie. J'ai fait 3 mois aussi au Costa Rica. Voilà, après j'ai fait 6 mois en Colombie. Voilà, plein de pays, jusqu'à après atterrir au Paraguay pendant 2 ans. Et bref. Et ce qui est très intéressant, parce que là vous allez le voir dans mon parcours, c'est que j'étais très investi niveau business et d'un coup, bam, il y a une autre courbe qui a d'un coup monté. Et quelle est cette courbe en particulier? C'est la courbe de l'éducation. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvé dans une situation où j'avais beaucoup d'argent, voilà, coffret, etc. Surtout que j'étais célibataire, voilà, sans enfants, sans responsabilité, etc. Je me suis dit, mais en fait, en plus je vivais dans un pays comme le Paraguay, voilà, des pays, j'étais en Turquie aussi avant, des pays où le coût de la vie est ridicule, où pour vivre là aujourd'hui, je vous montrerai plus tard mon appart, mais il faut savoir que moi j'ai des dépenses, vous allez être très impressionné. Il faut savoir que moi je dépense par mois et je vis bien, je suis très heureux dans ma vie, je dépense à peu près 400-450 euros par mois, loyer compris, hein, tout, nourriture, sortie, je vais même faire des sorties parfois avec des copines, etc. Je dépense pourtant, je dépasse pas les 400-450 euros par mois, c'est incroyable, c'est parce que je vis dans un pays qui est pas cher. Et je me suis dit c'est génial parce que je suis dans des pays où je considère que le niveau de difficulté est facile parce que la vie ne coûte pas cher. Je considère que le fait pour moi d'être parti dans des pays où le coût de la vie était le moins cher, c'était un vrai hack parce que d'un coup c'est comme si vous tripliez votre fortune entre guillemets quand vous allez vivre dans un pays qui est pas cher parce que le coût de la vie est tellement bas, vous n'avez aucune friction pour bien vivre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mes 23 ans et demi, 24 ans, allez. Eh bien, je me suis dit, j'ai énormément de temps, eh bien, je vais faire ce que j'ai toujours aimé faire, c'est-à-dire apprendre. Et c'est à partir de mes 24 ans, en tout cas, j'ai eu une grande période, et là, vous voyez vraiment, ça c'est la courbe bleue, très étendue, une énorme période d'éducation. Pourquoi j'ai énormément investi dans l'éducation? Parce que je suis jeune, voilà, j'étais dans ma vingtaine, je suis toujours dans ma vingtaine, je considère que la vingtaine est sacrée, et s'il y a bien un truc à faire dans sa vingtaine, c'est apprendre. Au plus apprenez des trucs. Et c'est aussi mon père qui m'avait donné cette phrase-là un jour. Il m'avait expliqué tous les skills importants dans la vie, on les apprend avant 30 ans. Parce qu'après, on n'a plus le temps. Et moi, je me suis dit, j'étais dans une période vraiment rare dans ma vie où j'avais aucune responsabilité, un coût de la vie ridicule et de l'argent aussi coffré au cas où, quoi. Et je me suis dit, je vais en profiter pour apprendre un maximum. Et surtout, vous allez voir, les choses que j'ai vraiment mises en avant à apprendre, c'était les langues. Et donc du coup, pour vous expliquer, parce que je vous ai énormément teasé sur pourquoi j'ai pas fait de vidéo dernièrement sur Expat Paraguay, parce que mon rêve, c'était d'apprendre le plus de langues possible pour devenir ce qu'on appelle un polyglotte. Un polyglotte, c'est quelqu'un qui parle plusieurs langues, chacun sa définition de combien de langues ça doit être pour être considéré comme polyglotte, mais selon moi, en tout cas, un polyglotte est une personne qui parle au moins 5 langues fluidement. Moi, à la base, mon rêve, c'était de devenir polyglotte 5 langues. Et là, aujourd'hui, je suis très fier de vous dire qu'à 28 ans, et en plus, c'est assez récent, j'ai même pas atteint mon rêve d'avoir 5 langues, parler fluidement, mais là, on est plutôt à 6 et demi. Je suis presque à 7 langues parler fluidement. Et je vais tout vous expliquer, c'est grâce à cette période vraiment incroyable où j'ai fait que apprendre et j'étais dans mon élément, j'adore apprendre, moi, de manière. Alors, vous voyez déjà que l'anglais, je l'apprenais déjà quand je faisais du business à fond, je l'avais même commencé de façon intensive. Moi, il faut savoir que j'étais pas un bon élève en langue à la base, j'avais même des photos de mes bulletins, on en parlera plus tard. Donc, ce qui est intéressant, c'est que j'ai commencé les langues à peu près donc, dans ces stages-là, 22 ans, etc. J'ai commencé par l'anglais parce que je savais que l'anglais c'était super important à apprendre. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que comme j'ai eu des résultats en anglais, je me suis mis à commencer à parler anglais de façon fluide, etc. Et je voyais que j'étais récompensé. Je me suis dit, mais pourquoi j'apprendrais pas une autre langue que j'avais déjà commencé quand j'étais à l'école et auquel j'étais très nul, qui était l'allemand, et pourquoi j'essaierais pas d'amener cette langue-là à un niveau plus élevé. C'est là où j'ai commencé l'allemand, du coup, à ce moment-là. Donc j'avais à peu près 24 ans, et comme j'avais le temps qu'il fallait,
eh bien j'ai pu continuer en tout cas mon apprentissage dans cette direction. Donc j'ai énormément taffé mon anglais, j'ai énormément taffé mon allemand. Et après, je me suis dit, mais je commence à avoir des résultats en allemand. Et c'est là où j'ai commencé à me dire, mais en fait, je pourrais devenir polyglotte. Je pourrais atteindre mon rêve de devenir polyglotte. Donc c'est là où j'ai commencé aussi le russe. Alors le russe, c'était un projet extrêmement ambitieux, parce que c'est parmi les langues les plus compliquées à apprendre au monde. Les langues les plus compliquées à apprendre au monde, c'est chinois, arabe, japonais et coréen. Mais derrière, c'est à peu près le russe, on est à peu près dans ces genres de catégories. Le russe, c'est parmi les langues les plus compliquées à apprendre au monde. Donc je savais que je m'engageais dans un gros projet, qui allait être sérieux. Donc voilà, j'ai commencé l'anglais, j'ai commencé l'allemand, j'ai commencé le russe. Après, je me suis dit, mais en fait, pourquoi j'apprendrais pas l'espagnol? Parce que l'espagnol, c'est l'une des langues les plus connues au monde et c'était un excellent investissement. Moi, je considère que parmi les meilleurs investissements que j'ai fait dans ma vie, c'était d'apprendre l'anglais et également d'apprendre l'espagnol. Donc vous qui êtes intéressé par le Paraguay, vous dites, est-ce que j'apprends l'espagnol? Foncez. L'espagnol, c'est génial, le nombre de pays que vous pouvez visiter. Et moi, toute ma vie, j'aurais pas pu la faire dans cette direction et vivre dans un pays magnifique qui est le Paraguay si je n'avais pas appris l'espagnol, par exemple. C'est d'ailleurs l'espagnol, l'apprentissage de l'espagnol qui m'a emmené après vers tous les pays en Amérique latine, donc quand je voyageais. C'est là où j'ai commencé à aller en Colombie tout d'abord, enfin d'abord Costa Rica, après Colombie, après Mexique et après du coup le Paraguay. Donc j'ai appris l'espagnol, j'ai terminé mon espagnol, je considère qu'à partir de 27 ans j'avais déjà un niveau en espagnol très proche du C1. Il faut savoir, moi j'apprends des langues jusqu'au niveau B2, donc ça veut dire être fluide. Si je peux l'avoir au niveau C1, c'est encore mieux. D'ailleurs, moi j'aimerais bien avant mes 30 ans d'être C1 dans les 7 langues là, que vous voyez, mais bref. Donc je me souviens, je me levais le matin et la seule chose que je faisais c'était apprendre des langues, apprendre des langues, apprendre des langues. Et ça me faisait plaisir, mais vraiment en mode ermite, sans voir personne. Sauf en fait, je voyais des personnes, seulement des personnes qui parlaient déjà la langue que j'avais envie d'apprendre moi. D'ailleurs, pour l'anecdote, je faisais exprès de trouver une petite amie, parfois qui parlait exactement la langue, par exemple le portugais ou l'espagnol, exprès pour pouvoir progresser dans ces langues-là. C'est une façon de joindre l'utile à l'agréable, bref. Mais ouais, et c'est là aussi où j'ai commencé, donc 27 ans, donc dès que j'étais à peu près au bout de mon apprentissage de l'espagnol, j'ai commencé le portugais, parce qu'ici au Paraguay, il y a une forte influence du Brésil, et j'ai adoré cette langue-là. C'est une de mes langues préférées, le portugais. Très rapidement, j'ai pu l'apprendre. Alors avec bien sûr une période où vous parlez portugnol, donc vous mélangez les deux, mais là aujourd'hui, je pense que j'arrive à bien les dissocier, en tout cas. Et très intéressant, vous voyez là l'italien, c'est probablement l'activité la plus courte que j'ai fait de toute ma vie, peut-être avec le PUA italien. Il faut savoir que cette langue-là, je l'ai dévorée. C'est-à-dire que j'ai commencé là, il y a à peu près 5-6 mois. Et aujourd'hui, je suis déjà niveau B2. Donc c'est juste incroyable. C'est la langue la plus rapide que j'ai jamais apprise de toute ma vie. Après l'italien, c'est très facile. Hein. Quand vous parlez déjà français, espagnol, portugais, l'italien, ça se fait très facilement. Et donc du coup, eh bien, on va arriver au bout de toutes ces histoires que je suis en train de vous raconter. Eh bien, ce qui est très intéressant, c'est que là, ça y est, je considère, c'est officiel. Depuis pas très longtemps, en tout cas, je me suis dit que j'avais réalisé ce rêve-là, qui était de devenir polyglotte, 5 langues. Tout ce que je connais, là maintenant, je vous montrerai également aussi les niveaux que j'ai du coup dans toutes ces langues-là. Et en termes de pourcentage que ça représente, moi je considère que quand on parle une langue C1, c'est quand on la maîtrise à peu près à 90%. C1, c'est extrêmement fluide hein, quand vous avez ce niveau-là. C'est-à-dire cette vidéo que je vous fais là maintenant, je pourrais la faire aussi en espagnol ou en anglais, etc. C'est extrêmement fluide le niveau C1. C2, c'est comme si vous étiez natif. C'est très difficile d'atteindre le niveau C2, mais moi je considère le niveau C1, c'est l'objectif que je me suis fixé. En tout cas B2, C1. Et vous voyez que là, ouais, il y a beaucoup de langues hein, qui sont déjà arrivées au niveau B2, voire C1. Et ça fait l'équivalent, quand on calcule tous les pourcentages, eh bien ça fait à peu près comme si je parlais 6 langues. Voilà. 6 langues, ou je crois que ça fait même 5 langues et demie en niveau C1 en équivalent, si on calcule tous les pourcentages et on les accumule. Donc pour moi c'est officiel. Avant j'avais pas trop la certitude, la confiance de l'affirmer en public, mais là ça y est, c'est officiel. Je me considère vraiment polyglotte, je peux donner ce mot-là en tout cas en public. Et donc du coup, eh bien, on en vient à toutes les histoires, parce qu'en fait, moi je voulais, avant de devenir influenceur et d'exposer ma vie comme ça sur les réseaux, parce que j'ai énormément de choses à partager, j'ai beaucoup d'idées de contenu, beaucoup de choses à faire et à partager.
Je voulais, avant de devenir une personnalité publique et avant de partager ma vie, je voulais cocher la case d'être polyglotte. Parce que être polyglotte, pour moi, c'est une vraie différenciation. C'est vraiment ce qui fait l'unicité aujourd'hui de mon profil. Et il fallait absolument que j'atteigne ce rêve-là avant de devenir influenceur, etc. Parce que en fait, les gens, ils se font une première impression de vous et après, la première impression, elle reste. Donc c'est important pour la première impression d'être plutôt exigeant avec soi-même, d'être un peu perfectionniste quand même si le perfectionnisme, faut faire attention parce que ça peut vous tuer à terme, ou ça peut bloquer des business que vous auriez pu lancer. Moi, il y a beaucoup de business que j'aurais pu beaucoup plus améliorer et avoir beaucoup plus de résultats si je n'étais pas perfectionniste. Mais bref, moi je voulais, avant de devenir influenceur, d'exposer ma vie sur les réseaux, de au moins cocher cette case d'être polyglotte. Et là du coup, vu que j'ai coché cette case là, je vais partir sur un autre rêve. Là je vais vous dire, mon rêve là maintenant, j'ai atteint le rêve, déjà, je voulais savoir jouer du piano, je l'ai fait. Je voulais atteindre un super physique, alors là maintenant c'est plus trop d'actualité, mais ça va revenir, je vous en parle dans un instant. Je voulais aussi savoir faire du pick-up artiste, parler à des filles comme ça dans la rue, c'est fait. Avoir des résultats aussi avec les filles, c'est fait. Je voulais faire du skate, bon, j'ai pas eu un niveau incroyable en skate non plus, mais c'était quand même important pour moi. Je voulais devenir aussi digital nomade, ça je l'ai atteint. Et après je voulais devenir polyglotte. Ça c'était vraiment le rêve sur lequel j'ai énormément travaillé ces dernières années. Et je l'ai atteint et ça fait énormément plaisir. C'est pas encore terminé. Je vais toujours mettre un peu d'énergie, mais là aujourd'hui j'ai quand même beaucoup moins d'énergie à faire parce que les langues, il faut un petit peu les entretenir. Quoique les langues, c'est génial parce que quand vous les connaissez, eh bien, vous les gardez à vie. C'est comme le piano, moi il y a des morceaux, ils sont intégrés dans mon subconscient et je les oublierai plus jamais. Mais mes doigts ils bougent tout seuls, c'est des automatismes, ça devient comme une seconde nature. C'est pareil avec les langues. Et donc du coup, pour en revenir à Expat Paraguay, qu'est-ce qui va se passer là dans les prochains jours? Alors sans trop faire de teaser, sans trop être dans le mystère non plus, il faut savoir qu'il y a 3 projets. En fait, pour tout vous dire, ça fait à peu près 2-3 mois que là je suis en transition, c'est-à-dire que je suis en train de réduire ma dose entre guillemets d'apprentissage par jour. J'étais dans un ratio de 90-10, donc 90% de tout mon temps je le mettais dans les langues, 10% je le mettais dans le business. Donc je tâtais un peu le terrain, c'est pour ça que j'ai lancé Expat Paraguay. Mais là, ça y est, pour les langues, comme j'ai à peu près atteint mon niveau, je peux un peu baisser l'intensité. Voilà, et je vais commencer à arriver sur un niveau à peu près, je pense que je vais faire du 50-50 là, dans les prochains jours. Donc ça veut dire 50% business, 50% apprentissage de langue, jusqu'à ce que je puisse atteindre toutes les langues que j'avais envie d'apprendre en niveau C1. Et intéressant, c'est que comme là j'étais en mode 50% business, j'ai même eu des journées où j'étais vraiment à 100% business, eh bien il faut savoir que ça fait à peu près 2-3 mois que je bosse comme un cinglé sur 3 projets différents entrepreneuriaux et vous allez les voir. Voilà, je vous fais un petit teaser, mais vous allez voir en tout cas ces 3 projets voir le jour. Bon, si je peux vous en parler, là on est entre nous parce que je pense que cette vidéo elle va être longue, tout le monde ne veut pas arriver jusqu'au bout. Il faut savoir qu'il y a 3 projets. Donc le premier, ça concerne Expat Paraguay, c'est une formation que je fais pour pouvoir faire votre carte de résident et également votre cédula en do it yourself. Il n'y a personne qui fait ça, je vais être le premier sur le marché, même en anglais, même en espagnol, il n'y a personne qui fait ça. Voilà, pour que vous puissiez faire vos papiers en autonome, en autonomie. Donc ça c'est un projet extrêmement ambitieux. Pour tout vous dire, la trace écrite elle est déjà terminée, j'ai déjà enregistré quelques modules, l'espace membre est déjà créé. Il y a à peu près 15 000 mots pour vous parler de cette formation, pour tout vous dire que cette formation est extrêmement dense et rien n'est laissé au hasard. C'est-à-dire dans les 15 000 mots, c'est pas du blabla, hein. C'est que des astuces pour pouvoir faire avancer votre dossier et que vous puissiez le faire tout seul. À mentionner que ceux qui prennent la formation, qui se rendent compte que c'est trop compliqué, parce que c'est trop compliqué. Hein. Moi, à la base, si j'ai fait cette formation, c'est pour pouvoir valoriser mon métier. Parce que j'ai déjà accompagné quand même pas mal de personnes ici au Paraguay à faire leurs papiers. Et il faut savoir que c'est compliqué. Hein. Il y a peu de personnes qui savent vraiment bien le faire. Et je voulais faire cette formation pour pouvoir faire en sorte que les gens voient la quantité de travail, voient ce que ça représente. Et qui se disent après, j'ai acheté la formation, pourquoi pas prendre l'accompagnement. Et l'accompagnement, il faut savoir que si vous avez acheté la formation, le prix de la formation sera déduit sur l'accompagnement.
Donc ça va être le premier projet qui là est lancé, il est terminé à peu près 97%, ça va sortir demain, après-demain, un truc comme ça. Deuxième projet, parce que je vous donne la vérité. Il faut savoir, moi, je vais essayer d'être au maximum transparent avec vous. C'est ce qui m'importe. Parce que je pense que sur les réseaux, être transparent, c'est quelque chose de bien. Donc ça va être le premier projet. Je vais être très transparent. Je veux que vous sachiez en tout cas quel est le genre de travail que je fais. Voilà, quand je fais des cartes de résident ici au Paraguay par exemple. Également aussi, deuxième projet, c'est en rapport avec les langues. Comme là, eh bien, j'ai développé une expertise sur l'apprentissage des langues et que j'ai appris tellement de langues là, eh bien, il faut savoir que j'ai développé une méthode pour pouvoir vous aussi apprendre des langues étrangères. Et donc ça va être le deuxième projet. Ça s'appelait Languages Accelerator. Le premier projet, c'est Do It Yourself, carte de résident temporaire, carte de police nationale, Cédula. Le deuxième projet, c'est Languages Accelerator. Et enfin, le troisième projet. Alors celui-ci, il ne va pas s'adresser à tout le monde. Mais à mon avis, je pense que ça va être celui qui va le mieux marcher. Ça s'appelait Rencontre Latine et c'est une agence matrimoniale. Et là aussi, c'est encore. Il faut savoir que là, sur ces trois projets, j'ai énormément travaillé. Ils sont tous terminés à plus de 90%. Donc là, en gros, c'est vraiment les derniers steps que je fais et ça va bientôt être sorti là, ces trois projets. Et ça, ça va être un site de rencontre, un programme en tout cas, qui va vous permettre de connecter avec des femmes en Amérique latine, si jamais vous recherchez une petite amie ici. Et ça s'adresse principalement à des hommes, mais s'il y a des femmes qui seraient intéressées de rencontrer un copain latino, pourquoi pas. Mais je pense que ça va plus intéresser les hommes parce que moi j'ai pu le constater, les relations hommes-femmes en Europe c'est compliqué, alors que les relations hommes-femmes ici en Amérique latine c'est juste incroyable. Pour tout vous dire, là ici j'ai des résultats de malade, et sans trop forcer, mes amis ont des résultats de malade aussi. Et aussi les filles sont bien, c'est pas la même mentalité, elles sont beaucoup plus famille ici. Si vous voulez vous trouver une copine sympa, voilà, je peux vous dire que c'est un très bon terreau, l'Amérique latine et en particulier le Paraguay. Moi je considère personnellement que le Paraguay c'est l'un des meilleurs pays pour pouvoir avoir des relations hommes-femmes harmonieuses. Là où en France c'est un peu compliqué, les critères ils ont beaucoup augmenté. Probablement les réseaux sociaux aussi qui ont fait ça. Et c'est plus la même confiance. Je trouve qu'il y a beaucoup de rapports de force, du ghosting, avec des jeux de pouvoir où on essaie de manipuler pour pouvoir attirer. C'est plus naturel. Je trouve que les relations hommes-femmes en Europe, c'est plus ce que c'était avant, alors que dans d'autres pays, notamment l'Amérique latine, surtout au Paraguay, qui est un pays encore très traditionnel, je peux vous dire que vous pouvez avoir des rapports hommes-femmes très sains. Et il y a plein de filles qui seraient intéressées par vous rencontrer. Voilà tout. Donc voilà, comme ça je vous aurais teasé les trois projets et je regarde mes notes pour savoir si j'ai rien oublié. Mais en tout cas, je pense que cette vidéo, je vous aurais tout dit. En tout cas, voilà, et je voulais dire que voilà, par rapport aux courbes, aussi ça c'est intéressant. C'est que bon voilà, j'ai eu des périodes où j'étais très focus sur l'éducation, sur l'argent, sur le physique, etc. Sur aussi mes relations amoureuses. Il faut savoir qu'à terme, moi j'aimerais bien quand même retrouver une vie équilibrée. C'est très bien d'être déséquilibré et d'être extrême pour pouvoir avoir des résultats, parce que avoir des résultats et sortir un peu du lot, ça implique d'être différent et de forcer sur un domaine pour avoir des résultats un peu anormaux. Ouais, moi je pense pour mon futur, ça serait ma vie idéale là. Je pense que c'est à peu près les derniers moments dans ma vie où je vais être trop extrême, et après j'aimerais bien retrouver une vie équilibrée, c'est-à-dire où je suis toujours au Paraguay. Moi je vais rester au Paraguay parce que j'adore ce pays-là. Sur le long terme, j'y vois un excellent terreau. En tout cas, je suis très épanoui ici, donc je vais continuer en tout cas dans cette direction. Donc je resterai au Paraguay et j'aimerais bien, moi, dans mon idéal, peut-être mettre 70% de toute mon énergie productive dans le business. Donc ça veut dire me lever voilà, tous les matins et travailler que sur ça, le business. Et après, voilà, toujours travailler un peu mes langues. Donc ça serait à peu près 10% de mon temps, allez 10-20%. Également le physique, j'aimerais bien avoir une routine là, et recommencer le sport. Ça me manque quand même, j'aimais beaucoup moi avoir un beau corps et de me sentir bien. J'aimais beaucoup ça. Et aussi les amours. Moi j'aimerais bien voilà, bientôt me remettre sur le marché pour retrouver des relations amoureuses qui sont épanouissantes. Sachant que aussi j'ai noté, j'aimerais bien moi plus tard avoir une famille.
Donc ça va probablement occuper une partie de mon temps. Voilà tout. Mais je suis très heureux de mon parcours. Voilà, je considère que dans ma vingtaine, j'aurais été extrême. Ça m'aura apporté des résultats, j'aurais déjà atteint plusieurs rêves. Là, pour tout vous dire, hein, en termes d'éducation, j'apprendrai toujours dans ma vie, mais j'aurais plus de skills aussi compliqués. Je m'étais même dit au bout d'un moment, est-ce que j'apprendrai le chinois? Je voulais apprendre le chinois, je voulais apprendre l'arabe, je voulais apprendre le japonais, je voulais apprendre le turc. Mais en fait, je me dis non, 7 langues, c'est déjà très bien pour toute une vie, c'est largement suffisant. Là, ce que j'aimerais bien développer, c'est beaucoup plus l'entrepreneuriat, le business, à travers de plein de projets entrepreneuriaux et d'exceller dedans. Et aussi passer du temps avec ma future famille, pourquoi pas. Mais je suis très heureux en tout cas de mon parcours, voilà, vingtaine, très déséquilibré, très extrême. Ma trentaine, j'aurai un rythme de vie quand même beaucoup plus constant et beaucoup plus cool. Voilà. Sachant qu'en plus, je parle de pourcentage, là on parle d'énergie productive et je parle pas de temps en général. Parce que dans une journée, même si moi je suis quelqu'un de très productif, tous les jours je suis quand même très productif, mais dans une journée il y a aussi des moments de détente où on profite de la vie, etc. Et moi c'est ça aussi que je veux. J'aimerais bien tous les jours voilà, pouvoir me poser et apprécier aussi la vie. C'est aussi ça. Et je considère que comme j'aurais beaucoup travaillé, eh bien, je mériterais en tout cas de baisser un peu la cadence et d'être voilà, beaucoup plus cool. Voilà, sur ce, eh bien, je vous remercie pour votre attention. Demain, eh bien, je ferai des vidéos sur mon appartement. J'aimerais bien vous présenter mon appartement avec un prix extrêmement bas, indécent. Et j'aimerais bien aussi voilà, faire d'autres vidéos. Il y avait plusieurs sujets en tête que j'avais. J'ai une liste, j'ai au moins une centaine de vidéos à vous faire sur le sujet du Paraguay. Il y a plein de fois, je me disais, j'avais envie de vous partager une vidéo, mais je me disais, non, c'est pas le moment. Là maintenant c'est le moment, parce que je deviens officiellement influenceur, je vais recommencer à avoir une présence en ligne, mais là une présence en ligne quand même beaucoup plus investie. Pas comme c'était au tout début du projet Expat Paraguay, parce que voilà, j'étais juste en mode test. Là maintenant, c'était l'échauffement on va dire, là maintenant c'est le vrai marathon qu'on va faire. Et d'ailleurs au moment où je vous parle, là ça fait 42 minutes. C'est intéressant. Bref, sur ce, je vous remercie pour votre attention, c'était Stanislas d'Anjou, et je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao.